C'est officiel, la défense aérienne russe a échoué. Ces derniers mois ont été marqués par une attaque quasi ininterrompue de frappes de drones et de missiles ukrainiens. Ces attaques ne se produisent pas uniquement dans les territoires occupés ou près de la frontière. L'Ukraine fait exploser des cibles partout en Russie, presque chaque nuit. Le Kremlin semble pouvoir faire très peu de choses à ce sujet. Pourquoi ? Eh bien, tout cela se résume à une faiblesse fatale qui a laissé littéralement des millions de kilomètres carrés du territoire russe complètement exposés aux attaques de l'Ukraine. Vladimir Poutine et la direction russe n'auraient jamais imaginé en arriver là. Au début de la guerre, en février 2022, le Kremlin pensait obtenir une victoire rapide et facile. Même les analystes occidentaux optimistes pensaient que l'Ukraine aurait du mal à résister, avis partagé par une grande partie du monde. Même dans les meilleurs scénarios, on attendait des forces de Kiev qu'elles s'enterrent et défendent leurs lignes, retenant l'armée russe assez longtemps pour éventuellement négocier un accord de paix. Presque personne ne l'avait prévu. 3 ans après l'invasion, les forces ukrainiennes feraient régulièrement exploser des pipelines russes, des dépôts de carburant et des raffineries de pétrole avec une précision experte et une efficacité redoutable. Mais l'Ukraine a surpris le monde, déjoué les pronostics et occupe aujourd'hui sa position la plus forte depuis des années. Rien qu'en 2025, selon les chiffres du service de sécurité ukrainien, le service de sécurité ukrainien l'Ukraine a mené près de 160 frappes réussies contre des installations russes d'extraction et de raffinage du pétrole. Le chef du service de sécurité ukrainien, Vassil Maliuk, l'a révélé lors d'une conférence de presse à Kiev le 31 octobre. Maliuk a précisé que 20 de ces attaques avaient eu lieu rien qu'en septembre et octobre, dont des frappes contre 6 grandes raffineries de pétrole, 2 terminaux, 3 dépôts de carburant et 9 stations de pompage. Ce sont des cibles militaires légitimes. Le pétrole comptait pour environ 90% du budget de défense russe. Ce sont ces sales pétrodollars qui financent la guerre contre nous. Comme le note Maliuk, les raffineries de pétrole et les dépôts de carburant sont des cibles parfaitement légitimes et logiques pour Kiev, car ils jouent un rôle énorme dans le maintien de la machine de guerre du Kremlin et dans la survie de l'économie du pays. Seule sa vaste industrie pétrolière a permis à la Russie de financer la guerre aussi longtemps. Ainsi, oléoducs et stations de pompage ne sont peut-être pas dans la même catégorie de cibles que les usines de bombes ou les aérodromes. On peut dire qu'ils font partie des infrastructures militaires les plus précieuses et vitales que possède la Russie. Et l'Ukraine fait un travail extraordinaire pour les rayer de la carte. De nombreux éléments clés de l'industrie pétrolière et énergétique russe ont été détruits et incendiés par les drones tactiques et missiles de précision de Kiev. Les conséquences ont été catastrophiques pour la Russie, qui a plongé dans une crise énergétique inédite. Comme le note Maliuk, les pénuries de carburant en Russie ont grimpé jusqu'à 20%, tandis que 37% de sa capacité de raffinage du pétrole a été réduite. Des pénuries de carburant touchent jusqu'à 50% des régions russes. Moscou a donc interdit les exportations d'essence jusqu'à fin 2025. Des centaines de stations-service russes ont également été contraintes de cesser leurs activités en raison des pénuries, tandis que d'autres ont imposé des limites strictes sur la quantité et les types de carburant que les clients peuvent acheter. Des millions de Russes pèlent leur carburant plus cher qu'avant, et beaucoup ont aussi du mal à en trouver suffisamment. Souvent, ils sont obligés de faire la queue pendant des heures simplement pour faire le plein de leur véhicule afin de pouvoir se rendre au travail et rentrer chez eux chaque jour. Et les grèves ne montrent aucun signe d'arrêt prochainement. Le jour même où Maliuk s'est exprimé à Kiev, une nouvelle attaque a ciblé un oléoduc militaire majeur de carburant en Russie, dans la région de Moscou. La direction principale du renseignement ukrainien, a partagé un rapport détaillé de cette attaque sur Telegram. Le 31 octobre 2025, après une opération spéciale du ministère ukrainien de la Défense, une installation militaire majeure de l'État agresseur russe a été neutralisée. L'oléoduc Koltsevoï, qui fournissait à l'armée d'occupation russe les ressources nécessaires pour mener une guerre génocidaire contre le peuple ukrainien. Le Koltsevoï, oléoduc en anneau, s'étend sur environ 250 miles, soit 400 km. C'est une bouée de sauvetage inestimable pour les forces armées russes, assurant un approvisionnement constant et régulier en carburant pour la machine de guerre russe. À pleine capacité, il peut pomper jusqu'à 3 millions de tonnes de carburant pour avions, 28 millions de tonnes de diesel et 16 millions de tonnes d'essence. Tout cela provenant des principales raffineries situées autour des grandes villes russes.
notamment Moscou, Nijni Novgorod et Ryazan. Selon le rapport du direction principale du renseignement ukrainien, les 3 principaux oléoducs du système ont été détruits près du secteur de Romensky, à une courte distance au sud-est de Moscou. Le direction principale du renseignement ukrainien a aussi relevé un autre point clé sur cette attaque. Le filet anti-drone et la protection par des gardes paramilitaires n'ont pas été efficaces. Les 3 conduites par lesquelles l'agresseur transportait de l'essence, du diesel et du carburant d'aviation ont explosé avec succès, et simultanément. L'oléoduc de produits pétroliers a été mis hors service. Comme le note l'agence, la Russie aurait mis en place des défenses anti-drones pour protéger l'oléoduc. En plus des gardes paramilitaires stationnés dans la zone, qui étaient vraisemblablement chargés de surveiller le ciel et d'abattre tout ennemi, des drones se dirigeaient vers eux. La zone avait donc un certain niveau de défense aérienne, qui a néanmoins échoué. Et cela a été un thème persistant et récurrent au cours des dernières semaines et des derniers mois, dans de nombreux autres rapports faisant état de frappes ukrainiennes réussies contre les infrastructures russes. Encore et encore. La Russie a mis en place des défenses autour de ses actifs les plus importants, dans une tentative désespérée de les protéger des frappes de drones et de missiles ukrainiens. Cependant, à un nombre croissant d'occasions, ces défenses se sont révélées à peu près aussi efficaces que des couteaux émoussés et des munitions factices. Il est aussi important de rappeler que l'Ukraine n'est pas la Russie. La Russie envoie fréquemment d'importants essaims de drones, établissant des records sur les villes et villages ukrainiens. Une attaque au début du mois de septembre a impliqué environ 805 drones au total. Par exemple, les commandants du Kremlin n'hésitant pas non plus à lancer d'énormes quantités de missiles sur leur ennemi, car de nombreux essaims de drones sont suivis d'au moins une douzaine de missiles, voire plus. L'Ukraine n'opère pas de cette manière. Elle n'a ni les moyens, ni les ressources pour déployer des drones et d'autres armes en de telles quantités. Même sa plus grande et la plus emblématique attaque sur le sol russe, l'opération Toile d'araignée, qui a eu lieu en juin dernier, n'a impliqué que 117 drones au total. L'Ukraine ne suit donc pas la stratégie russe de submerger les défenses aériennes ennemies par de grandes démonstrations de force. Ces attaques sont moins fréquentes mais causent toujours d'énormes dégâts, laissant à la Russie des infrastructures détruites et en feu valant des milliards de dollars. D'une manière ou d'une autre, même avec des forces plus réduites et des ressources limitées, les attaques de l'Ukraine parviennent à contourner les systèmes de défense de l'opposition. Poutine et ses proches du Kremlin les ont souvent présentés parmi les meilleurs au monde. Si cela arrivait rarement, on pourrait juste l'attribuer à la chance. Mais cela arrive tout le temps, partout en Russie. Quelques jours seulement avant l'attaque du gazoduc, par exemple, des drones ukrainiens ont été aperçus dans le ciel au-dessus de plusieurs territoires russes et grandes villes, y compris la capitale, Moscou. Bien qu'il n'y ait eu aucun rapport de dégâts majeurs au cœur du Kremlin, le simple fait que les drones ukrainiens aient pu aller aussi loin était stupéfiant pour plusieurs raisons. Moscou est situé à environ 300 miles de la frontière ukrainienne. Et, théoriquement, il ne devrait pas être possible pour des drones ordinaires de parcourir une telle distance à travers autant de territoires russes sans être repérés et neutralisés, avant même de s'approcher de la capitale. Deuxièmement, en tant que plus grande, plus riche et principale ville de Russie, c'est le siège du gouvernement et de la haute société. Moscou devrait disposer de certaines des meilleures défenses aériennes au monde. Elle devrait pouvoir se défendre même contre les meilleures équipes et missiles balistiques. Elle devrait pouvoir neutraliser facilement plusieurs dizaines de drones bon marché. Une photo célèbre est rapidement devenue virale après l'incident, montrant un système de défense aérienne russe protégeant le Kremlin. L'équipe se composait de 2 soldats et d'une tourelle de mitrailleuse montée à l'arrière d'un pick-up. À l'arrière-plan de l'image, on aperçoit les célèbres murs du Kremlin de Moscou, le cœur battant de la Russie elle-même. C'était un symbole fascinant de la déchéance du pays, ainsi que la représentation picturale parfaite de la faille fatale dans la défense aérienne de la Russie. Il n'y en a tout simplement pas assez, aux endroits les plus stratégiques. Les commandants ont concentré la plupart de leurs moyens de défense sur les territoires occupés de l'Ukraine et les régions frontalières, laissant de grandes brèches et des zones peu défendues à l'intérieur du pays. Comme le souligne Georges Barros, chef de l'équipe Russie et de l'équipe conjointe de renseignement géospatial à l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War. Une fois que vous dépassez cette première couche autour du théâtre en Ukraine, le reste de la Russie présente des failles et des vulnérabilités. Sacha Brookman,
analyste militaire à l'International Institute for Strategic Studies à Londres, partage cet avis et précise que les attaques ukrainiennes ont réduit les stocks de défense aérienne russes, mettant le Kremlin dans une position plus faible et précaire. La Russie ayant perdu de nombreux systèmes de défense aérienne ces 2 dernières années, il est donc probable que des failles dans leur couverture permettent des attaques réussies. Il existe plusieurs facteurs possibles expliquant la couverture incohérente de la défense aérienne de la Russie. Le premier, comme le note Bruckmann, est tout simplement le fait que l'Ukraine a réussi à détruire un grand nombre de ces systèmes depuis le début de la guerre. En 2024 et 2025, l'Ukraine a maîtrisé la guerre par drone et mené des attaques plus fréquentes et dévastatrices contre les actifs russes. À maintes reprises, les soi-disant systèmes de défense aérienne de pointe du Kremlin, comme les S-300, les S-400 et même le tout dernier S-500, ont été anéantis, ainsi que de puissants radars fournissant des données à ces systèmes pour identifier et intercepter les cibles. Beaucoup de ces systèmes coûtent littéralement des millions de dollars à fabriquer. Donc, lorsque l'Ukraine parvient à endommager ou à détruire l'un d'eux, ce n'est pas une mince affaire pour la Russie de simplement en construire un de remplacement. Surtout en ce moment, alors que l'économie du pays est dans un état aussi catastrophique. Le Kremlin doit utiliser ses fonds avec au moins un certain degré de prudence. Il a surtout choisi de construire davantage de drones, de missiles et d'autres armes, négligeant clairement ses défenses. La deuxième raison des problèmes actuels de la Russie est assez simple. La Russie est gigantesque. C'est le plus grand pays de la planète, s'étendant sur 11 fuseaux horaires impressionnants et couvrant plus de 66 millions de miles carrés, 17 millions de kilomètres carrés. Il est divisé en dizaines de régions, de républiques et de territoires, avec des centaines de villes abritant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'habitants, ainsi qu'innombrables petites villes, villages et hameaux. Malgré sa puissante économie d'avant-guerre et son statut de deuxième force militaire mondiale selon le classement officiel Firepower, la Russie ne peut tout simplement pas défendre tous ses endroits et toute sa population en même temps. Même les petits pays ont souvent des failles défensives. Et il faudrait une quantité incalculable de systèmes de défense, de radars et d'intercepteurs pour couvrir l'ensemble des vastes terres de la Russie. Cela ne peut fonctionner qu'avec des moyens limités, et l'Ukraine les réduit grâce à ses frappes de précision constantes. À chaque perte russe de batterie de missiles, station radar ou plateforme d'intercepteurs, elle devient un peu plus faible, et les failles dans ses défenses aériennes s'élargissent, ouvrant la voie à encore plus d'attaques ukrainiennes. Pendant ce temps, la Russie s'efforce tant bien que mal de combler les failles. Ainsi, des soldats armés de mitrailleuses protègent les bâtiments gouvernementaux et les monuments culturels célèbres de Moscou, par exemple. C'est aussi pourquoi Vladimir Poutine a récemment adopté des lois autorisant la Russie à mobiliser ses réservistes pour protéger les infrastructures régionales contre de futures attaques de drones. Le pays est dans une situation désespérée. Ne comptant pas sur des systèmes de défense aérienne avancés, ni sur des missiles intercepteurs supersoniques pour défendre son territoire, mais sur des soldats armés de Kalachnikov pour tenter de garder son ciel libre des drones ennemis. La troisième et dernière raison derrière la situation de plus en plus faible et précaire de la défense aérienne de la Russie se résume en 2 mots simples, arrogance et incompétence. Depuis le début de cette guerre, la Russie a fait preuve d'une quantité stupéfiante des deux. Son arrogance s'est manifestée dès les premiers jours de l'invasion, lorsque de nombreux soldats russes, qui ont franchi la frontière, ont reçu l'ordre d'emporter avec eux des uniformes de parade, car leurs commandants s'attendaient à défiler dans les rues de Kiev en quelques jours. L'incompétence, elle aussi, n'a pas tardé à se manifester. Par exemple, la Russie a mal utilisé sa force aérienne, échouant à obtenir la supériorité sur l'Ukraine malgré des avions plus avancés et une force supérieure. Ou quand ces chars sophistiqués ont roulé sur des mines ou été piégés dans des couloirs urbains par des groupes de civils. La Russie croyait clairement être trop puissante pour perdre la guerre. Elle s'attendait à franchir sans difficulté toutes les lignes de défense que l'Ukraine pourrait établir. Hisser le drapeau russe sur Kiev, revendiquer le Donbass et les régions voisines sans difficulté, puis célébrer une victoire écrasante. Il est donc logique que les commandants du Kremlin ne se soient probablement pas trop inquiétés de la perspective d'attaques de drones ou de missiles ukrainiens sur leur propre territoire.
Ils n'ont sans doute jamais envisagé cette idée, car elle aurait paru absurde à presque tous à l'époque. Ainsi, plutôt que de se préoccuper de renforcer et positionner au mieux ses défenses aériennes dans toutes ses régions et républiques, la Russie s'est surtout consacrée à l'offensive, déployant chars, blindés et brigades mécanisées au-delà des frontières, dans un assaut implacable et impitoyable, poursuivant uniquement le pouvoir et le territoire, sans jamais s'arrêter pour réfléchir ou se demander ce qui pourrait arriver si, et quand, son adversaire décidait de riposter. Maintenant, elle en paie le prix. L'Ukraine connaît parfaitement les failles dans les défenses aériennes russes. Elle en a créé ou élargi beaucoup elle-même, et elle les exploite de plus en plus régulièrement. Et même si toutes les attaques ne sont pas un immense succès, certaines ont infligé à la Russie des dégâts vraiment dévastateurs à gérer. En avril dernier, par exemple, un drone ukrainien chargé d'explosifs a frappé l'une des usines de drones Shahed de la Russie, dans la République du Tatarstan, située à plus de 500 miles, soit 1000 km de la frontière ukrainienne. Encore une fois, avant le début de la guerre, l'idée même qu'un drone ennemi puisse parcourir une telle distance à l'intérieur du territoire russe et faire exploser une infrastructure militaire aussi cruciale aurait été impensable. Aujourd'hui, c'est juste la nouvelle réalité russe. La couverture radar à longue portée du pays est devenue très inégale, et sa capacité à intercepter même des cibles lentes comme les drones reste très limitée. La situation à Moscou et ses environs diffère, car les commandants russes ont installé plusieurs couches de radars et de systèmes de missiles autour de la capitale. Oleksiy, commandant adjoint ukrainien chargé de la défense aérienne au nord de Kiev, confirme une forte concentration de défense aérienne russe autour de Moscou. Il est difficile pour nos drones d'atteindre le centre-ville. Cependant, l'attaque de fin octobre a montré qu'au moins certains drones ukrainiens parviennent à pénétrer l'espace aérien de Moscou. Et au-delà de la capitale, beaucoup d'autres grandes villes russes disposent de bien moins de défense, tandis que ces petites villes et cités sont presque impuissantes face à une attaque aérienne, même relativement modeste. Il ne reste plus qu'un dernier obstacle à surmonter pour l'Ukraine. En dépit de toutes les failles et des défauts fatals dans la défense aérienne de la Russie, Kiev manque encore de toute la puissance de feu nécessaire pour en profiter pleinement. Les forces armées ukrainiennes ont déjà remporté un grand succès grâce à leurs frappes de drones et de missiles. Ils cherchent sans cesse de nouvelles cibles ennemies et planifient leurs prochaines frappes en profondeur. Ils s'efforcent aussi de renforcer leur arsenal de drones et d'améliorer leurs missiles. Ils ont récemment dévoilé des ajouts passionnants, comme le très vanté missile Longue Neptune, ainsi que le Flamingo, avec sa portée impressionnante allant jusqu'à 1900 miles, soit 3000 km, et le missile balistique Sapsan, le premier de son genre fabriqué en Ukraine. Malheureusement, malgré le fait que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait confirmé que ce type d'arme a été testé et devrait bientôt entrer en production en série, elles ne sont pas encore prêtes, ni en quantité suffisante pour vraiment frapper la Russie régulièrement et efficacement. Pour infliger un maximum de dégâts à son ennemi, l'Ukraine aura besoin de plus d'aide de ses alliés mondiaux. Heureusement, l'aide est en route. D'autres missiles Storm Shadow sont récemment arrivés à Kiev depuis le Royaume-Uni. Et l'Ukraine fait pression pour que l'Allemagne donne son accord à l'envoi de ses missiles Taurus à longue portée afin de soutenir les forces armées. Elle négocie toujours avec l'administration Trump aux États-Unis pour obtenir des missiles Tomahawk ou d'autres armes à longue portée. Cela permettrait d'ouvrir toute une série de nouvelles cibles à travers les différentes régions de la Russie. Si et quand l'Ukraine pourra mettre la main sur ce type de missiles ou en fabriquer davantage elle-même, rien ne pourra l'arrêter. Découvrez comment l'Ukraine inverse la guerre dans cette vidéo, illustrant le pire mois d'octobre de Poutine, avec des pertes massives et seulement des gains minimes sur le terrain. Ou, par exemple, une attaque de drones ukrainiens détruisant des infrastructures russes. Regardez cette vidéo qui examine une récente frappe de précision sur des dépôts de pétrole, des bases de carburant et des trains à travers la Crimée occupée. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne de confiance pour plus d'actualités de dernière minute, de mises à jour et d'analyses approfondies sur l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et sur ce qui pourrait se passer ensuite.